Alors, on va aborder ici assez rapidement une notion pas évidente, notion de calculabilité. Euh, alors, l'idée, c'est que on dispose d'une machine, on va résoudre des problèmes. Alors, les machines ne savent pas toutes faire la même chose, et donc elles ne vont pas être capables de résoudre n'importe quel problème. Donc, on voudrait essayer de formaliser cette idée pour une machine telle qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc, par exemple, pour nous, une machine Python ou Java, bref. Que peut-on faire avec ce type de machine? Alors, pour ça, on va commencer à parler de types de problèmes à résoudre. Alors, on a des problèmes de décision. C'est des problèmes pour lesquels il faut répondre oui ou non. Par exemple, problème pas très compliqué, je prends un entier naturel, je me demande s'il est pair. Alors ça c'est un problème général. Une instance du problème, ça sera 2 est-il pair ou 4 est-il pair. Problème de décision, donc ça va être trouver tous les entiers pour lesquels le prédicat finalement pair de n ou pair de x est vrai. Donc finalement c'est comme si on avait une formule, le langage des prédicats, on a un prédicat, un p de x, et on cherche l'ensemble des x pour lequel le prédicat est vrai. Donc finalement ça revient à trouver une partie de n. L'ensemble des entiers pour lesquels le prédicat est vrai. Donc ça c'est un problème de décision. Après il y a un autre type de problème d'évaluation ou de construction. Bon, on cherche des solutions d'un problème, on veut savoir combien il y en a, on veut savoir lesquels sont les meilleurs. En tout cas, ce n'est pas des problèmes pour lesquels on peut répondre par oui ou par non. Voilà. Donc c'est deux types de problèmes différents. Pour résoudre ces problèmes, donc, on utilise un algorithme. Donc un algorithme, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, la définition, on peut en donner une définition. On s'accorde à dire que c'est une suite finie, ça c'est très important, et non ambiguë d'opérations ou d'instructions. Donc, suite finie, ok, d'opérations et d'instructions. Alors, ces opérations ou ces instructions, eh bien, elles vont être adaptées à la machine. Il y a des machines qui savent faire certaines opérations et d'autres pas. Donc, les caractéristiques d'un algorithme. Donc, il y a un ensemble fini d'instructions simples et précises. Instructions élémentaires. Mais pour nous, par exemple, quand on programme en Python, on peut faire des multiplications, des additions, tout ça, c'est des instructions élémentaires. L'algorithme doit toujours produire le résultat dans un nombre fini d'étapes, donc ça veut dire que il faut que quand je vais exécuter l'algorithme, il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Il ne faut pas que ça continue indéfiniment. On verra que ça c'est un problème, on le verra plus tard, typiquement de boucle infinie. Troisième propriété, en fait un algorithme, on va pouvoir le suivre à la main, c'est-à-dire on doit pouvoir prendre une feuille de papier et écrire les résultats intermédiaires, et pas à pas, même si on ne comprend pas vraiment tout ce que fait l'algorithme, on doit pouvoir exécuter les actions élémentaires l'une après l'autre, et comme ça reconstituer le résultat. Donc voilà, il n'y a pas d'intelligence particulière, il suffit juste de comprendre, exécuter les instructions basiques, et puis on doit arriver au résultat. Bon, alors, donc ça c'est un algorithme. Donc, l'algorithme, c'est un procédé de calcul. Donc comme on l'a vu, ça va dépendre des opérations élémentaires, des instructions qu'est capable d'exécuter la machine. Donc, il faut savoir sur quelle machine on travaille. Donc, on parle de modèle de calcul ou de machine théorique. Alors, ces machines, vous les étudierez un peu plus l'an prochain. Il y a, par ordre par compétence croissante, il y a pour commencer les automates finis.
donc qui reconnaissent un certain nombre d'instructions et de langages, ça s'appelle les langages réguliers. Ensuite, il y a des automates à piles qui reconnaissent un langage un peu plus important. Et enfin, on va s'arrêter là, les machines de Turing, qui reconnaissent des langages qui sont appelés récursivement énumérables. Donc, Turing, ça date de 1937, il a défini une machine abstraite, qu'on a depuis appelée machine de Turing, qui est devenue une référence en termes de calculabilité. Alors là aussi, on vous en parlera dans un module l'an prochain. Donc c'est une machine avec un ruban et avec des états. On passe d'un état à un autre, comme dans un automate. Et donc là, le ruban sert de mémoire. Bon, alors il s'avère que cette machine qui est assez simple par rapport à un ordinateur actuel, elle sait faire pas mal de choses. On peut écrire des programmes. Alors les programmes pour une machine de Turing, ça va ressembler à un graphe avec des états, les états de la machine. On passe d'un état de la machine à un autre état de la machine. Ça aussi, vous verrez l'an prochain. Donc, ça ne ressemble pas au programme qu'on peut faire aujourd'hui en Python, par exemple. Mais on peut montrer que cette machine de Turing, aussi simple soit-elle, est capable de résoudre les mêmes problèmes qu'on peut résoudre aujourd'hui avec, par exemple, une machine Python, une machine Java. Donc, cette machine Turing, c'est un peu la machine la plus simple qui permet de résoudre déjà les mêmes problèmes qu'on est capable de résoudre aujourd'hui avec des machines plus compliquées. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné entre les deux, entre ce modèle théorique de calcul élaboré par Turing et les machines actuelles? C'est sans doute la facilité de communication avec la machine. C'est aussi la rapidité d'exécution de l'algorithme via des programmes. Mais au niveau de la calculabilité, c'est pareil. Donc, encore aujourd'hui, les machines de Turing, c'est la base de ce qui sert à définir un problème calculable. En fait, quand on parle de problème calculable, c'est un problème calculable sous-entendu par une machine de Turing. Alors, à l'époque, il y a eu plusieurs approches. Donc, Turing a fait sa machine de Turing, et puis il y avait d'autres procédés de calcul. Donc, il y a des gens qui s'intéressaient, donc c'est Church, à un autre procédé de calcul, lambda calcul, et puis d'autres personnes qui s'intéressaient aux fonctions récursives. Bon, et il a été montré que finalement, toutes ces approches faites en des lieux différents, à des époques légèrement différentes, par des gens différents, permettaient de définir des mêmes problèmes, une même classe de problèmes calculables, c'est-à-dire solubles, par ces diverses approches. Donc aujourd'hui, c'est plutôt l'approche machine de Turing qui est restée, en fonction récursive, on en parle toujours, et donc c'est toujours la base de la définition de quelque chose, d'un problème qui est calculable. Du coup, il y a équivalence, vous voyez, il y a équivalence entre résoudre un problème avec le lambda calcul, avec à l'aide de fonctions récursives, ou en programmant une machine de Turing, finalement on peut faire la même chose. Alors, donc on va en reparler tout à l'heure. Donc vous voyez ces fonctions récursives qui arrivent dès le début de l'informatique, de cette science. Donc un problème calculable, ça veut dire qu'il existe, si et seulement s'il existe un algorithme qui résout le problème. Voilà. Donc calculable ou décidable, c'est synonyme. Donc les machines de Turing, finalement, c'est le modèle de calcul le plus puissant que l'on connaisse à ce jour. Voilà. Donc les machines actuelles, elles sont plus rapides, plus efficaces, mais elles savent résoudre les mêmes problèmes. Une conséquence importante pour nous, c'est que les styles donc impératifs, avec nos structures de contrôle, boucle, sélection, séquence,
Ben, en fait, c'est pas plus puissant ni moins puissant que le style récursif. Hein, donc ça, c'est un premier résultat. On ne pourra pas résoudre plus ni moins de problèmes de manière récursive que de manière impérative. Et on ne pourra pas en faire plus non plus que ne peut en faire une machine de Turing. Donc voilà pour le premier résultat. Remarque, donc on peut se demander, une fois parce qu'on a parlé d'algorithme, on n'a pas parlé de programme. Comment on fait pour passer de l'algorithme au programme? En général, c'est pas difficile. En général, il suffit de traduire l'algorithme qui est écrit en français, en langage naturel, de le traduire dans le langage de programmation. En général, c'est pas difficile. Mais bon, il y a quand même des algorithmes qui sont pas évidents. Donc, il y a un exemple célèbre, c'est celui des classements des pages par les moteurs de recherche. Bon, ben, il semblerait que cet algo, il est pas difficile à comprendre, mais par contre, la traduction en un programme efficace n'est pas évidente du tout. Bon, en ce qui nous concerne, pour passer de l'algorithme au programme, en général, ça sera vraiment enfantin. Bon, alors, donc voilà, on a donc donné une définition de ce qui est calculable. C'est tous les problèmes qui sont calculables par une machine de Turing, qui peuvent être écrits soit dans un langage impératif, soit sous forme récursive. Ok, mais y a-t-il des problèmes qui ne sont pas calculables? Donc, je réponds à cette question dans la vidéo qui suit.